J'ai toujours été une simple professeure à Lyon, enseignant la littérature à des adolescents qui prêtaient à peine attention aux pages jaunies de Balzac. Ma modeste maison de la Croix-Rousse n'était décorée que des livres hérités de mon père et du son constant des tramways qui montaient lacto la colline. Amélie, ma fille de 26 ans, avait déménagé à Paris il y a 3 ans, se construisant une vie que j'avais du mal à comprendre. Ses publications Instagram montraient fades des restaurants chics, des sacs de marque et des week-ends à Cannes. Quand elle venait me rendre visite le dimanche, je préparais ma quiche Lorraine maison et j'ouvrais une bouteille de vin bon marché du supermarché local. C'est lors d'un de ces déjeuners, alors que je pédalais ma vieille bicyclette rouillée jusqu'à la boulangerie pour chercher du pain frais, que j'ai entendu ces mots me transpercer comme une lame. « Maman, tu seras toujours pauvre, et j'en ai honte. » Le silence qui a suivi a pesé plus lourd que tous les livres de ma bibliothèque. Les mots d'Amélie ont résonné dans mon esprit pendant des semaines, se mêlant au bruit des voitures de la rue de la République et à l'odeur de café qui montait de l'appartement du dessous. J'ai décidé de ne pas répondre par la colère, mais par l'action. J'ai commencé à examiner attentivement la bibliothèque que mon père m'avait laissée, découvrant des éditions rares cachées parmi des volumes ordinaires. J'ai passé des après-midi entiers dans les bouquineries du Vieux-Lyon, discutant avec des commerçants qui me traitaient initialement avec condescendance. Mes doigts, tachés de craie et d'encre de stylo, touchaient désormais des pages centenaires avec révérence. J'ai écrit des lettres à des collectionneurs à Londres, New York et Tokyo, utilisant mon français soigné et le peu d'anglais que je connaissais. Amélie continuait ses visites sporadiques, toujours avec des commentaires sur ma petite vie, sans imaginer que je plantais des graines qui allaient bientôt éclore de manière extraordinaire. L'hiver à Lyon fut particulièrement rigoureux cette année-là, avec la neige recouvrant les toits rouges du quartier et le vent glacial qui me coupait le visage lors de mes promenades jusqu'à la bibliothèque municipale. C'est là que j'ai trouvé l'information qui allait tout changer. Une première édition des Misérables était perdue depuis des décennies. Je l'avais. Entre les pages jaunies et la couverture usée, j'ai découvert la signature manuscrite de Victor Hugo. Mon cœur a battu si fort que j'ai cru que tout le monde dans la bibliothèque silencieuse pouvait l'entendre. J'ai contacté une maison de vente aux enchères à Bordeaux. J'ai voyagé en train avec mon trésor enveloppé dans de vieux tissus, me sentant comme une contrebandière de rêve. Le commissaire-priseur, un homme élégant avec des lunettes dorées, a examiné le livre à la loupe et a déclaré « Madame, ceci vaut une fortune. » En cet après-midi ensoleillé de mars, ma vie a changé pour toujours. Le marteau est tombé, les chiffres ont grimpé, et je suis devenue une femme riche. 6 mois plus tard, une Peugeot blindée noire s'est arrêtée devant le chic immeuble d'Amélie, dans le 16e arrondissement de Paris. J'avais acheté des vêtements élégants aux Galeries Lafayette, fait couper mes cheveux dans un salon cher des Champs-Élysées et engagé un chauffeur privé nommé Philippe, un homme gentil qui me traitait avec le respect que je n'avais jamais expérimenté. Quand je suis descendue de la voiture, j'ai vu Amélie à la fenêtre du 3e étage, son expression passant de la curiosité au choc absolu. Elle est descendue en courant, ses talons hauts martelant le marbre de l'escalier, et s'est arrêtée devant moi, bouche bée. « Maman, qu'est-ce que... Comment ?» a-t-elle balbutié, ses yeux parcourant ma robe en soie bleu marine et mon collier de perles. « J'ai pensé que nous aimerions dîner dans un endroit spécial aujourd'hui. » Ai-je dit calmement. « J'ai choisi le Meurice. » Son arrogance s'était complètement évaporée, remplacée par un mélange de confusion, d'admiration et de ce qui semblait être de la honte. Le dîner au restaurant étoilé fut une expérience surréaliste. Amélie, qui avait toujours été la fille sophistiquée, hésitait maintenant à choisir le vin, tandis que je discutais naturellement avec le sommelier des millésimes de Bordeaux. Entre le foie gras et le confit de canard, j'ai raconté mon histoire. Comment j'ai transformé la douleur en détermination, la connaissance en richesse, le mépris en carburant pour le changement. Elle a pleuré quand j'ai décrit les nuits solitaires à faire des recherches,
les voyages en train transportant des espoirs, la transformation silencieuse qu'elle n'avait jamais perçue. « Pardon, maman », a-t-elle murmuré, me tenant la main sur la table en acajou. « Je n'aurais jamais dû... » « Ne t'excuse pas de m'avoir donné une raison de grandir, » ai-je répondu, caressant son visage. Nous avons marché ensemble sur le pont Neuf après le dîner, la Seine reflétant les lumières dorées de Paris. Et pour la première fois depuis des années, ma fille me regardait avec une fierté authentique, non pas avec pitié ou mépris. Notre relation a complètement changé après cette nuit magique à Paris. Amélie a commencé à me rendre visite plus fréquemment à Lyon, non plus comme la fille embarrassée rendant visite à sa mère pauvre, mais comme une femme reconnaissant la force et la sagesse d'une autre. J'ai investi une partie de l'argent dans une petite galerie de livres rares dans le Vieux-Lyon, transformant ma passion en une entreprise prospère. Philippe était resté mon chauffeur, mais il était aussi devenu un ami qui m'accompagnait lors de voyages à des ventes aux enchères dans toute l'Europe. Amélie a emmené ses amis parisiens visiter ma galerie, me présentant avec fierté « Voici ma mère, l'une des plus grandes spécialistes des livres rares de France. Les dimanches après-midi, nous faisons toujours de la quiche lorraine ensemble, mais maintenant, arrosée de champagne, Dom Pérignon, riant des ironies de la vie. J'ai découvert que la vraie richesse n'était pas l'argent que j'avais gagné, mais la leçon que j'avais enseignée. Ne jamais sous-estimer une femme déterminée, surtout quand elle a du temps, des connaissances et un cœur blessé qui s'est transformé en carburant pour la transformation. Ce froid matin de janvier, alors que le soleil parvenait à peine à percer les nuages gris au-dessus de Lyon, je me suis levée comme toujours à 6 heures pour préparer mon café noir et lire les pages de Proust que j'utiliserais en classe. Mon petit appartement au 3e étage craquait avec le vent, et j'entendais Madame Dubois, ma voisine de 80 ans, tousser à travers le mur mince. Le vieux radiateur faisait un bruit étrange, mais j'avais appris à ignorer ces petits désagréments de la vie modeste. Enfilant mon manteau de laine usé et portant mon sac en cuir craquelé, je suis descendue les escaliers en bois qui gémissaient sous mes pieds. La bicyclette rouillée m'attendait dans la cour, couverte de givre matinal. J'ai pédalé dans les rues étroites du quartier, saluant le boulanger qui ouvrait son magasin et le facteur qui distribuait le courrier. À ce moment-là, je n'imaginais pas que ma vie était sur le point de prendre une tournure complètement différente, propulsée par la douleur que les mots de ma propre fille avaient plantée dans mon cœur. Le lycée Jean Moulin avait toujours une odeur particulière de craie, de vieux livres et de rêves adolescents. Mes élèves de seconde me regardaient avec ce mélange typique de respect et d'indifférence, pendant que j'écrivais des citations de Voltaire au tableau noir. Pendant la pause déjeuner, je me suis assise seule dans la salle des professeurs, mâchant mon sandwich au jambon bon marché et pensant aux mots d'Amélie. Mon collègue Pierre, professeur d'histoire, a remarqué mon expression mélancolique et m'a demandé si tout allait bien. « Juste des réflexions sur la vie », ai-je répondu en forçant un sourire. Il a hoché la tête avec compréhension et est retourné à sa pile de copies, à corriger. Par la fenêtre, j'observais les étudiants jouer dans la cour, leurs jeunes voix résonnant contre les murs de briques. Certaines filles riaient fort, me rappelant comment Amélie riait quand elle était petite, avant que le monde ne la convainque que l'argent était plus important que l'amour. À ce moment-là, j'ai pris une décision silencieuse qui allait tout changer. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai ignoré la vieille télévision qui clignotait par intermittence et suis allée directement dans la pièce où je gardais les livres de mon père. La faible lumière de la lampe de chevet éclairait des centaines de volumes empilés sur des étagères improvisées, faites de planches et de briques. J'ai commencé à examiner chaque livre méthodiquement, passant mes doigts sur les dos usés et ouvrant des pages jaunies par le temps. Mon père avait été un homme cultivé, professeur de philosophie à la Sorbonne avant de prendre sa retraite à Lyon. Et il disait toujours que les livres étaient des trésors attendant d'être découverts. Parmi des biographies poussiéreuses et des romans oubliés,
j'ai trouvé des volumes qui semblaient différents des autres. Des éditions plus anciennes, avec des polices de caractères élaborés et des couvertures en cuir véritables. J'ai pris une loupe que mon père utilisait pour lire et j'ai commencé à examiner chaque détail, cherchant des dates de publication, des marques d'éditeurs et tout ce qui pouvait indiquer la rareté. Le silence de l'appartement n'était brisé que par le bruit des pages tournées et ma respiration anxieuse. Le lendemain matin, j'ai annoncé au directeur de l'école que j'aurais besoin de quelques jours de congé pour des raisons personnelles. J'ai pris 3 livres qui semblaient pas les plus prometteurs et j'ai voyagé en métro jusqu'au centre de Lyon, où je savais qu'il y avait plusieurs librairies anciennes dans la rue du Bœuf. La première boutique, sombre et exiguë, sentait le moisi et la sagesse accumulée. Le propriétaire, un homme maigre avec d'épaisses lunettes, a examiné mes livres avec une expression sceptique. « Ils ne sont rien de spécial, madame », a-t-il dit avec un ton condescendant qui m'a profondément irritée. Dans la deuxième boutique, une femme élégante d'âge moyen a été plus gentille, mais tout aussi décourageante. Ce n'est qu'à la 3e tentative, dans une minuscule librairie près de la cathédrale Saint-Jean, que j'ai trouvé Monsieur Bertrand, un spécialiste des livres rares qui allait changer ma perspective. Il a pris un de mes livres, une édition de poèmes de Baudelaire, et ses yeux se sont illuminés. « Où avez-vous trouvé ceci ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. « C'est une première édition de 1857, extrêmement rare. » Mon cœur a commencé à battre plus vite alors qu'il continuait son analyse. Monsieur Bertrand m'a expliqué patiemment le monde fascinant des livres rares, me montrant des catalogues de ventes aux enchères et des sites spécialisés où des éditions uniques étaient alors vendues pour des sommes astronomiques. Je suis rentrée chez moi avec une nouvelle perspective et une liste de contacts qu'il m'avait généreusement fournie. J'ai passé les semaines suivantes transformée en une détective littéraire, recherchant chaque volume de l'héritage paternel avec une obsession scientifique. J'ai découvert un exemplaire de Madame Bovary avec une dédicace manuscrite de Flaubert, un volume de poésie de Rimbaud avec des annotations en marge qui semblaient être du poète lui-même. Et finalement, caché derrière d'autres livres, le trésor qui allait changer ma vie. Une première édition des Misérables de Victor Hugo, avec une signature authentique de l'auteur sur la page de titre. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai reconnu l'importance de la découverte. Les cours à l'école continuaient, mais mon esprit était complètement absorbé par cette nouvelle passion qui avait éveillé en moi une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant les mois suivants, j'ai vécu une double vie. Professeur ordinaire le jour, spécialiste en livres rares la nuit. J'ai appris les techniques d'authentification, l'histoire éditoriale et le marché international des collectionneurs. J'ai établi des contacts avec des maisons de vente aux enchères, à Paris, Londres et New York, par des emails soigneusement rédigés. Chaque réponse positive augmentait ma confiance et ma détermination. Amélie continuait ses visites occasionnelles, toujours avec des commentaires subtils sur ma vie limitée, sans imaginer que je construisais quelque chose d'extraordinaire dans le silence de ma modestie apparente. Lorsque j'ai finalement organisé la vente aux enchères de la première édition de Victor Hugo dans une prestigieuse maison de Bordeaux, j'ai senti que j'étais sur le point de prouver, non seulement à ma fille, mais à moi-même, que la valeur d'une personne ne peut jamais être mesurée par les apparences. La vengeance n'était pas mon objectif. La transformation était ma mission, et j'étais prête à surprendre le monde avec la force silencieuse qui avait toujours existé en moi. Le voyage en train pour Bordeaux fut l'un des plus tendus de ma vie. Assise sur une banquette de seconde classe, je tenais fermement la mallette où je transportais mon trésor littéraire, enveloppé dans des tissus doux que j'avais achetés spécialement pour l'occasion. Le paysage français défilait par la fenêtre, tandis que mon cœur battait au rythme des roues sur les rails. À mes côtés, un homme d'affaires parlait fort au téléphone de contrats millionnaires, et je souriais intérieurement en pensant que je portais peut-être plus de richesse dans ma simple mallette
que lui dans ses dossiers exécutifs. Je suis arrivée à Bordeaux sous un ciel nuageux typique de l'automne et le taxi m'a conduite directement à la Maison de la Croix, une maison de vente aux enchères centenaire située dans un élégant bâtiment du XVIIIe siècle. Le portier m'a regardé avec une certaine surprise de voir une modeste professeure de Lyon transportant quelque chose d'aussi précieux, mais m'a traité avec la courtoisie professionnelle que l'établissement exigeait. À ce moment-là, j'ai respiré profondément et je suis entrée dans le monde sophistiqué des collectionneurs millionnaires. Le bureau de Monsieur Delacroix était décoré de tableaux anciens et d'étagères remplies de premières éditions, protégées par du verre. C'était un homme élégant d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des lunettes dorées qui reflétaient des décennies d'expérience sur le marché de l'art. Lorsque j'ai ouvert soigneusement ma mallette et révélé la première édition des Misérables, j'ai vu ses yeux s'écarquiller d'une manière qui a confirmé toutes mes espérances. « Madame Moreau », a-t-il dit d'une voix solennelle, « c'est extraordinaire. Il a examiné chaque page avec une loupe spéciale, a vérifié l'authenticité de la signature avec des équipements sophistiqués et a consulté des catalogues spécialisés pendant presque 2 heures. Finalement, il s'est tourné vers moi avec une expression d'admiration sincère. Ce livre peut atteindre entre 800 000 et 1,2 million d'euros aux enchères. C'est l'une des découvertes les plus significatives de ces dernières années. Mes jambes ont tremblé, mais j'ai gardé le sang-froid d'une femme qui a toujours connu la valeur de ce qu'elle possédait, même lorsque ce n'était pas vrai. Le jour de la vente aux enchères est arrivé, ensoleillé et prometteur. J'ai mis mon meilleur tailleur bleu marine, le même que je portais aux réunions de parents à l'école, et je suis arrivée au salon principal de la maison de vente 2 heures avant le début. L'ambiance était remplie de collectionneurs internationaux, d'hommes et de femmes élégants qui conversaient en plusieurs langues sur les acquisitions et les investissements. J'ai reconnu quelques visages que j'avais vus dans des magazines spécialisés pendant mes recherches intensives des derniers mois. Une journaliste de la revue Bibliophile International m'a brièvement interviewée sur la découverte et j'ai répondu avec la confiance que j'avais développée grâce aux connaissances acquises. Lorsque mon lot a été annoncé, le silence a envahi la salle. Le commissaire-priseur, avec sa voix claire et professionnelle, a présenté le livre comme une découverte extraordinaire d'une collectionneuse privée de Lyon. Les offres me ont commencé à 500 000 euros et ont rapidement grimpé, avec des acheteurs de New York, Tokyo et Londres, qui rivalisaient par téléphone et par des signes discrets. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que toute la salle pouvait l'entendre. Le coup de marteau final a retenti à 1,4 million d'euros, dépassant toutes les attentes de Monsieur Delacroix. Après les commissions et les frais, j'ai reçu un chèque de 1,2 million d'euros, plus d'argent que je n'en avais gagné pendant toute ma carrière d'enseignante. J'ai marché dans les rues de Bordeaux cet après-midi-là comme une personne complètement transformée, non seulement financièrement, mais psychologiquement. Je me suis arrêtée dans un café élégant de la place de la Bourse et j'ai commandé une coupe du meilleur champagne de la maison, observant les reflets dorés de l'architecture classique dans l'eau du miroir d'eau. J'ai appelé ma banque à Lyon et j'ai organisé le transfert des fonds, demandant au directeur d'investir la majeure partie dans des placements sûrs et diversifiés. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti le pouvoir que confère une indépendance financière absolue. Cette nuit-là, logée dans un hôtel 5 étoiles qui aurait été impensable quelques jours auparavant, j'ai commencé à planifier non pas une vengeance contre Amélie, mais une transformation complète de ma vie, qui servirait de leçon la plus puissante qu'une mère pourrait enseigner. Dans les mois qui ont suivi, j'ai réinventé mon existence avec la minutie de quelqu'un qui avait passé des décennies à préparer des cours de littérature. J'ai acheté un appartement élégant dans le 6e arrondissement de Lyon, avec vue sur le Rhône et des meubles que j'ai personnellement choisis chez des antiquaires spécialisés. J'ai engagé Philippe, un chauffeur professionnel de 40 ans,
qui avait travaillé pour des diplomates, et j'ai acquis une Peugeot blindée, discrète mais luxueuse. J'ai ouvert un compte dans une banque privée et j'ai commencé à investir dans d'autres œuvres rares, transformant ma découverte accidentelle en une entreprise prospère. Plus important encore, je me suis inscrite à des cours avancés sur l'art et les antiquités à l'Université de Lyon. Ayant enfin le temps et les ressources pour approfondir des connaissances que j'avais toujours souhaité posséder. Amélie continuait ses visites sporadiques, faisant toujours des commentaires condescendants sur ma vie simple, complètement inconsciente de la transformation silencieuse qui se déroulait autour d'elle. Je souriais intérieurement, sachant que le moment de la révélation approchait et que ce serait une leçon qu'elle n'oublierait jamais sur le fait de juger les gens sur les apparences. J'ai choisi soigneusement le jour parfait pour la révélation, l'anniversaire des 26 ans d'Amélie, par un après-midi de printemps ensoleillé, où Paris était particulièrement belle. Philippe m'a conduite dans les rues élégantes du 16e arrondissement, tandis que j'ajustais mon collier de perles authentiques et vérifiais mon reflet dans le miroir. Je portais un ensemble Chanel que j'avais acheté rue Cambon. Mes cheveux avaient été coiffés dans un salon cher de l'avenue Montaigne et mes ongles étaient parfaitement manucurés. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant l'immeuble d'Amélie, j'ai vu les rideaux bouger à plusieurs fenêtres. Les voitures blindées n'étaient pas courantes dans ce quartier, même s'il était l'un des plus riches de Paris. Philippe a ouvert ma porte avec l'élégance professionnelle qu'il avait perfectionnée au fil de ses années de service. Et je suis descendue lentement, savourant chaque seconde de ce moment que j'avais imaginé des centaines de fois. Amélie est apparue à la fenêtre du 3e étage, et son expression de curiosité s'est rapidement transformée en choc absolu quand elle m'a reconnue. C'était exactement la réaction que j'avais anticipée, et le premier acte d'une pièce que j'avais chorégraphiée avec une précision chirurgicale. Amélie est descendue les escaliers de l'immeuble, avec une vitesse qui trahissait son anxiété, les talons hauts de ses chaussures, Louboutin résonnant sur le marbre poli du hall d'entrée. Je l'ai observée à travers la vitre blindée de la voiture, remarquant comment ses mouvements habituels de confiance avaient cédé la place à une hésitation nerveuse. Quand elle s'est approchée, Philippe a ouvert la porte arrière et j'ai émergé lentement, ajustant mon sac Hermès et souriant avec la sérénité de celle qui avait trouvé sa place dans le monde. « Maman ?» a-t-elle balbutié, ses yeux parcourant ma transformation de la tête aux pieds. Son visage, normalement masqué par un maquillage parfait et une expression supérieure, montrait une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis des années. « Bonjour, ma chérie. » ai-je répondu calmement, en l'embrassant sur les joues, comme nous le faisions toujours. Mais cette fois, le geste portait un poids différent. Elle a reculé d'un pas, essayant clairement de digérer l'impossibilité de la scène devant elle. C'était comme si le monde connu d'Amélie avait été secoué dans ses fondements les plus essentiels. « J'ai pensé que nous pourrions déjeuner ensemble aujourd'hui », ai-je dit, observant comment ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de garder son calme. J'ai réservé une table au Meurice. La mention du restaurant étoilé, l'un des plus chers de Paris, a fait s'écarquiller davantage ses yeux. Amélie, qui avait toujours été la fille sophistiquée décidant où nous irions manger lors de ses visites à Lyon, était maintenant invitée par sa mère, pauvre, dans un établissement qu'elle-même ne fréquentait qu'en de très rares occasions. « Mais maman, comment as-tu » a-t-elle commencé à demander. Mais j'ai levé la main doucement, l'interrompant. « Toutes les explications viendront au moment voulu. » ai-je répondu, faisant signe à Philippe, qui a immédiatement compris le signal. Il a ouvert la porte de la voiture et a fait un geste élégant pour que nous entrions. Amélie a hésité un instant, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse pour expliquer ce qui se passait, avant d'accepter mon invitation et de glisser sur le siège en cuir moelleux. Pendant le trajet sur les avenues parisiennes, le silence dans la voiture était presque palpable. Amélie me regardait discrètement, à travers le reflet de la fenêtre,
essayant clairement de déchiffrer le mystère de ma transformation. Je gardais une expression sereine, observant la ville que je connaissais bien de mes visites précédentes, mais que je voyais maintenant avec des yeux complètement différents. Les Champs-Élysées, la place Vendôme, les jardins des Tuileries, tout semblait plus vif et accessible, vu de l'intérieur d'une voiture de luxe, plutôt que du métro bondé que j'utilisais habituellement. Philippe naviguait dans le trafic avec l'habileté de quelqu'un qui connaissait chaque rue de la capitale, faisant parfois des commentaires polis sur les sites historiques que nous passions. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel Le Meurice, le portier a immédiatement reconnu l'importance de notre véhicule et nous a accueillis avec de profondes révérences. Amélie, qui avait toujours pénétré dans ce même hôtel avec une arrogance naturelle, marchait maintenant à mes côtés avec des pas incertains, comme si c'était elle la visiteuse déplacée. Le maître d'hôtel nous a conduites à la table que j'avais réservée, stratégiquement placée près d'une fenêtre donnant sur les jardins des Tuileries. Amélie s'est assise comme en transe, ses yeux parcourant les détails de l'environnement luxueux qu'elle connaissait bien, mais qu'elle vivait maintenant d'une perspective complètement différente. Quand le sommelier s'est approché avec la carte des vins, c'est à moi qu'il s'est naturellement adressé, reconnaissant qui était aux commandes de ce déjeuner. « Souhaiteriez-vous un Château Margaux 2010 » a-t-il demandé respectueusement. J'ai acquiescé en connaissance de cause. J'avais passé les derniers mois à étudier non seulement les livres rares, mais aussi les vins, la gastronomie et l'étiquette sociale. Amélie m'observait avec un mélange de fascination et de confusion, comme si elle voyait une personne complètement nouvelle occuper le corps de sa mère. Quand nos plats sont arrivés, foie gras en entrée, suivi de confit de canard sauce aux cerises, elle a à peine touché à sa nourriture, complètement absorbée à essayer de comprendre la transformation impossible dont elle était témoin. « Maman !» Elle a finalement rompu le silence, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « S'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. Où as-tu... tout ça ?» J'ai délicatement posé ma fourchette sur mon assiette et je l'ai regardée dans les yeux, voyant des reflets de la fillette curieuse qu'elle avait été avant que le monde ne lui apprenne à mesurer la valeur uniquement en termes matériels. « Tu te souviens des livres de papy ?» Ai-je commencé, et j'ai vu une lueur de reconnaissance s'allumer dans ses yeux. Pendant l'heure suivante, j'ai raconté mon parcours, la découverte des premières éditions, les semaines de recherche obsessionnelle, les voyages pour authentifier les œuvres, la vente aux enchères à Bordeaux et les investissements prudents qui ont suivi. À chaque détail révélé, Amélie pâlissait davantage, comprenant progressivement qu'elle avait complètement sous-estimé l'intelligence et la détermination de sa mère. Ses larmes ont commencé à couler quand j'ai décrit les nuits solitaires à rechercher la valeur des livres, après une journée entière d'enseignement, mue par la douleur que ces mots avaient causée. « Pardon ?» a-t-elle murmuré, son maquillage brouillé par les larmes. « Je n'aurais jamais imaginé, je n'aurais jamais dû. Ne t'excuse pas de m'avoir donné une raison de grandir, » ai-je répondu, tendant ma main sur la table pour toucher la sienne. Tes mots m'ont profondément blessée, mais ils m'ont aussi éveillée à des possibilités que j'avais ignorées pendant des décennies. Amélie a serré ma main fort, comme si elle craignait que je ne disparaisse, et ne révèle que tout n'était qu'un rêve impossible. J'ai expliqué comment ma transformation financière s'était accompagnée d'un changement personnel encore plus profond. La découverte que j'étais capable de bien plus que je ne l'avais imaginé, que le savoir pouvait être converti en pouvoir et qu'il n'était jamais trop tard pour réécrire sa propre histoire. Propre histoire. « Tu as toujours été extraordinaire, maman », a-t-elle dit à travers ses larmes. C'est moi qui ai été trop stupide pour le voir. À ce moment-là, j'ai senti que ma mission était accomplie. Il ne s'agissait pas d'argent ou de vengeance, mais de retrouver le respect de ma fille et, plus important encore, mon propre respect de moi-même. Lorsque nous sommes sortis du restaurant, bras dessus, bras dessous,
marchant vers le Pont-Neuf sous le soleil doré de l'après-midi parisien. Nous étions deux femmes différentes de celles qui étaient entrées quelques heures auparavant.